Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce 20h. L'actualité ce 7 août 2015, c'est l'opérationnalisation de la Haute Cour de justice. Le procureur près de la juridiction face à la presse a annoncé le jugement de certains dossiers avant la fin de cette année. 10 dossiers sont parvenus à cette juridiction, dont celui de la mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré. Le fonds commun, voici le point de mésentente entre la ministre déléguée en charge du budget et le syndicat des financiers, accusé par le SINAFI de refuser de les rencontrer. Aminata Bila s'explique. Les travailleurs de la société minière de Tambao en chômage technique depuis 4 mois appellent le gouvernement de la transition à se pencher sur leur situation. Ils craignent des licenciements massifs si toutefois rien ne change. La Haute Cour de justice compte statuer sur des dossiers dont elle a été saisie, cela avant la fin de l'année. C'est ce qu'on peut retenir d'une rencontre entre le procureur près de la Haute Cour de justice et la presse. Il a été question d'informer l'opinion de l'opérationnalisation de cette juridiction et des dossiers qui lui ont été parvenus. Joël Zoundi. 10 dossiers sont déjà parvenus à la Haute Cour de justice depuis la mise en accusation du président du Faso et du dernier gouvernement par le Conseil national de la transition. L'information émane du procureur général près la Haute Cour de justice, Arma Ouedraogo. Il y a 10 dossiers qui sont arrivés. Il y a un dossier collectif, ça c'est tous les membres du gouvernement. Ça c'est par rapport aux événements qui ont eu lieu les 30 et 31 octobre ayant entraîné des morts, des blessés, etc. Ça, c'est un dossier collectif, tous les membres du gouvernement, sans exception. Le deuxième, après ça, les autres dossiers, maintenant, c'est les dossiers individuels de certains ministres, pour des faits de détournement, etc., qui sont également parvenus. La commission d'instruction est à l'œuvre et selon le procureur, les premiers jugements pourraient intervenir d'ici la fin de l'année. La commission de l'instruction existe, elle a été mise sur place, elle est saisie. Elle est saisie de ces dossiers-là et même elle a commencé déjà à les élaborer, à les étudier. Et certainement que dans les quelques jours, elle va commencer à poser des actes. Je pense que d'ici la fin de l'année, et en tout cas d'ici la fin de la transition, parce que quand même, il faut rendre honneur à ceux qui ont mené, qui ont remis sur pied, ceux qui ont repositionné la Haute Cour de justice. Je pense que si on peut gérer ne qu'un ou d'autres dossiers, pendant qu'ils sont encore là, je pense que c'est bien. Réagissant sur l'amnistie de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, le procureur Arma Ouedraogo, près la Haute Cour de justice, confie que la loi est formelle. On dit la période d'amnistie, ça va de 1900, on dit les chefs d'État de 1960 jusqu'à la date d'adoption de la loi d'amnistie. Et la date d'adoption de la loi d'amnistie, c'est 2012. C'est le 10 juin 2012, je pense. C'est 2012. Les faits qui arrivent en 2014, les gens continuent à parler d'amnistie. Non. Si on avait dit que les chefs d'État étaient amnistiés pendant tout leur mandat, etc., là, d'accord. Non, on dit que ça commence en 1960. Jusqu'à la date d'adoption de la présente loi d'amnistie qui est de 2012. Donc, si Blaise est poursuivi pour des faits qui datent de 2015, est-ce qu'on peut parler d'amnistie? Qui dit recours introduit par un groupe de députés auprès du Conseil constitutionnel pour dénoncer l'illégalité de la mise en accusation. Nous, on commence parce que le Conseil n'a pas encore décidé. Si le Conseil décide, les juges savent quelle est l'interprétation. Parce que devant la Haute Cour de justice, il y a ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, ce qui veut dire que lorsqu'une des parties soulève l'application d'une règle constitutionnelle devant le juge judiciaire, il faut surseoir à statuer et vous interroger le Conseil constitutionnel pour savoir la conduite à tenir. Créé en 1995, il a fallu une relecture de la loi instituant la Haute Cour de justice en février 2015 pour la rendre opérationnelle. La nouvelle loi, dont le toilettage a débuté en février 2015, a été promulguée par le chef de l'État au mois de juin dernier. Le fonctionnement de la Haute Cour de justice reste encore méconnu par l'opinion publique. Dans cet élément, Joël Zoundi apporte plus d'informations sur cette juridiction. Avec la promulgation de la nouvelle loi sur la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de justice par le président du Faso, Michel Kafando, le 25 juin dernier, elle connaît depuis le 4 août 10 dossiers de mise en accusation, dont 9 individuels et importants sur l'ensemble du dernier gouvernement, avec à sa tête Luc Adolphe Tiao. Allons à la découverte de cette juridiction spéciale avec son procureur général, Arma Ouedraogo. Quand le procureur se rend compte qu'il y a un membre du gouvernement, un justiciable de la Haute Cour, un justiciable de luxe,
s'il y a un seul justiciable parmi, il saisit le procureur général près la Cour de cassation qui joue le rôle de courroie de transmission. Et le procureur général près la Cour de cassation saisit l'Assemblée nationale pour que le vote de la résolution puisse avoir lieu. Outre le procureur de la Cour de cassation, le juge d'instruction peut aussi actionner la saisine de cette haute cour de juridiction. Maintenant, si c'est le juge d'instruction, dans ses enquêtes, à l'occasion d'un dossier, qui a découvert également, lui, il saisit le procureur parce que c'est ça la procédure. Quand c'est un juge d'instruction, il saisit le procureur d'abord, le procureur saisit le procureur général et le procureur général saisit l'Assemblée. Les citoyens peuvent aussi le faire, mais par l'intermédiaire d'une plainte adressée au président de l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsque c'est une plainte qui est directement adressée au président du Conseil national de transition, parce qu'une plainte, quelquefois, ce n'est pas étoffé, on a connaissance d'un fait, on porte la connaissance pour dire parce que ça concerne les ministres. Et le président de l'Assemblée nationale, dans ce cas, il saisit le procureur général, qui fait procéder à une enquête par la gendarmerie, une enquête complémentaire, et ensuite on lui retransmet pour qu'il fasse voter la résolution de mise en accusation. Si des fautes nouvelles sont découvertes pendant l'instruction du dossier, il faut encore faire recours à l'Assemblée nationale pour prendre en compte ces infractions. En plus de détournement de données publiques pendant l'instruction, on se rend compte que non, en fait, il y a d'autres fautes encore qui ont été découvertes à l'occasion. La loi dit quand c'est dans ces conditions-là, on nous a saisi pour la faute de détournement de données publiques, on ne nous a pas saisi pour les fautes secondaires qui viendraient à se révéler pendant l'enquête. Donc, ces éléments nouveaux-là, on demande à l'Assemblée nationale encore l'autorisation de la mise en accusation avant de pouvoir ajouter ça à la première infraction et puis continuer l'enquête. Créée en 1995, la Haute Cour de justice ne disposait pas de siège ni de moyens matériels et humains pour mener ses activités. Les justiciables de luxe de cette instance juridictionnelle sont logés à la même enseigne que les prévenus de droit commun s'ils venaient à être inculpés. Et toujours à propos de justice, la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée, proteste contre la condamnation du directeur de publication du bimensuel Le Reporter à une peine d'emprisonnement de 3 ans. Selon son président, Lukman Sawadogo, cette sentence est antidémocratique et issue d'un procès dont l'impartialité et l'objectivité peuvent être critiquées. Aussi, elle est en déphasage avec les actions en cours pour l'amélioration de la législation en matière de répression des délits de presse. Rappelons que c'est à l'issue d'une plainte formulée contre le journal par un avocat pour diffamation que le bimensuel a été condamné. Un comité de réflexion sera bientôt mis en place pour étudier les différentes revendications sur le fonds commun qu'exigent certains agents de la fonction publique. C'est le ministre délégué auprès du ministère de l'économie et chargé du budget, Aminata Bila, qui l'a annoncé ce matin au cours d'un point de presse. Une rencontre initiée pour apporter des démentis à l'accusation du syndicat des financiers qui déclare que leur ministre de tutelle refuse de les rencontrer. Plus de détails avec Ibrahim Sanou. Le fonds de motivation des personnels de l'État, communément appelé fonds commun, pose problème au ministère de l'économie et des finances. Le syndicat national des financiers, SINAFI, prévoit une grève de 48 heures à compter du 19 août si rien n'est fait. Il revendique plus d'équité dans le partage de ces fonds. C'est ce qui a animé le point de presse du ministère de l'économie et des finances tenu ce vendredi 7 août 2015. C'est au regard des sittings et des grèves qui sont prévues au niveau de notre département autour d'une motivation qui a été prévue pour le personnel du ministère de l'économie et des finances pour les permettre de mobiliser suffisamment beaucoup de ressources afin qu'on puisse allouer aux dépenses de l'État burkinabé. Et le partage de cette motivation qu'on appelle fonds commun serait de l'avis d'un groupe d'agents réunis autour des financiers que moi-même je suis. Ils trouvent qu'il y a des écarts qui sont en leur défaveur. Au-delà du ministère de l'économie et des finances, les revendications des fonds communs gagnent du terrain dans plusieurs autres ministères. Au regard de tout cela, un comité de réflexion sera mis en place. Et du fait que véritablement ce mouvement est en train d'entraîner une boule de neige dans l'État, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui commencent à exiger également leurs fonds communs. Et c'est dans ce sens que le gouvernement
a décidé de mettre en place un comité qui va se charger de mener la réflexion sur les fonds communs, pas seulement au niveau du ministère de l'économie, mais dans tout l'État burkinabé. Et c'est ce que semblent ne pas apprécier mes frères et sœurs financiers. Madame le ministre délégué chargé du budget indexé par les SINAFI s'explique. Maintenant, pour ce qui concerne notre indexation, je crois que nous ne faisons que jouer notre partition dans ce gouvernement. Il serait important que nous véhiculons ce message juste, parce qu'il a été dit que nous avons refusé d'accorder des audiences. La principale audience qui m'a été personnellement sollicitée, c'était à la fin d'un conseil de ministres. À 16h30, le conseil de ministres était terminé et j'ai vu le SMS qui m'imposait de leur accorder une audience au plus tard 15 minutes après. Et je pense que véritablement dans ce gouvernement où on s'est sacrifié pratiquement depuis le début jusqu'à maintenant, je pense que nous ne méritons pas ça au niveau du gouvernement, encore moins de mon côté. Les problèmes des fonds communs ne datent pas d'aujourd'hui et ils se posent avec acuité d'année en année. Vivement que le comité de réflexion puisse trouver une solution pour définitivement régler ces problèmes. Vous l'aurez constaté, le fonds commun, cette sorte de prime octroyée par le gouvernement pour encourager ses agents, est depuis quelques années objet de revendications. Pour mieux comprendre ce fonds, Paulin Yameogo a tendu son micro à un analyste économique suivant ce reportage. Afin de lutter contre la corruption, le ministère de l'économie et des finances avait entrepris des mesures. Entre autres, la mise en place du fonds commun pour les agents du trésor public chargés de percevoir les taxes et impôts. On dit que c'est tout simplement une prime qui est octroyée donc à tous les agents du ministère de l'économie et des finances comme source de motivation pour le recouvrement des recettes. Pour mettre les agents de l'économie et des finances à l'abri ou pour les transformer en bons agents de recouvrement, il fallait trouver un moyen. Et donc la source de motivation qui est née spontanément comme ça, c'est le fonds commun. Donc un fonds, une prime qui leur est donnée chaque 6 mois. Alors l'idée ne vient pas du néant. En fait, ça vient du fait que certains agents économiques du ministère de l'économie et des finances, compte tenu de leur travail, comme les impôts et la douane, ont droit à ce type de prime pour les permettre justement d'être à l'abri de la corruption et de faire le travail. Suite au mouvement d'humeur des travailleurs des finances en 2011, ce fonds a été élargi à toutes les structures rattachées au ministère de l'économie. Avec le saut d'humeur des uns et des autres, il y a eu des mouvements qui ont réclamé, qui ont posé ça comme une injustice. Donc du coup, le ministre de l'économie et des finances a pris un décret, c'est un simple décret, pour permettre donc cette pratique ou pour l'étendre à l'ensemble des agents du ministère de l'économie et des finances. Mis en vigueur par simple arrêté ministériel, ce fonds serait, selon l'analyste économique Damien Lankwandé, illégal. En fait, ce type de pratique devait être régulé, gouverné par une loi, surtout lorsqu'on parle de finances, donc ça devrait se retrouver sous l'égide d'une loi, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est un simple décret ministériel, je me permets de le dire, qui permet à la pratique donc de perdurer. Instauré pour éviter la corruption, ce fonds commun serait supporté par le contribuable burkinabé. Durant 4 mois de chômage technique, les employés de la société minière de Tambao, Pan-African, sont inquiets suite à la suspension des activités de l'entreprise par le gouvernement. Ils craignent un licenciement massif. Au micro d'Ibrahim Zongo, ces derniers ont lancé un cri de cœur aux autorités de la transition. Ce rêve sera-t-il vraiment une réalité ou restera-t-il une utopie? Jusque-là, les 2500 employés de Pan-African Tambao SA restent pantois sur leur sort. Depuis 4 mois, une soixantaine de membres du personnel de la mine d'extraction de manganèse de Tambao est en chômage technique, chose qui inquiète de plus en plus ce personnel. Il faut dire que le personnel de la société Pan-African Tambao est en chômage technique depuis maintenant 4 mois. Et donc, tout le monde sait que le chômage technique ne peut pas excéder 6 mois. Et aujourd'hui, la situation est devenue très préoccupante.
Donc il faut dire que si rien n'est fait, c'est sûr que c'est un personnel qui sera liquidé. Des bureaux déserts, des ordinateurs rangés ici, c'est le service minimum par jour qui prévaut. Dans la cour du siège, des agents qui attendent la réaction salvatrice de leur ministère de tutelle, le ministère des Mines. Nous disons que le problème est au niveau du gouvernement de la transition, puisque ce sont des lettres du ministre des Mines qui suspendent l'activité de la société. Donc nous comprenons que si c'était la société qui avait son problème, on allait avoir le soutien du gouvernement avec nous pour nous aider à résoudre le problème. Mais quand il se trouve que c'est le gouvernement lui-même qui est le problème, donc nous on ne sait plus ce qu'il fait. Pour eux, les raisons avancées par le gouvernement pour procéder à la suspension du contrat d'exploitation ne sauraient être valables pour en arriver là. Et par la suite, on dit quoi? On suspend le contrat avec l'État parce qu'on veut résoudre le problème du chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est ce que nous avons vu dans la lettre. Nous disons non. Est-ce que pour résoudre un problème concernant le chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il faut qu'on liquide nos emplois? Le minerai sortait par la route, ce n'est pas par le chemin de fer pour le moment. Les travailleurs qui disent avoir plusieurs fois interpellé le chef du gouvernement sur leur situation en appellent à une prise en compte de leurs cris de cœur. Nous disons qu'il ne faut pas attendre que le pire arrive avant qu'on se lève. Et c'est ce cri de cœur que nous lançons. Il faut que son Excellence nous entende, il faut que le ministre des Mines nous entende, il faut que le Burkina Faso tout entier nous entende et que quelque chose soit fait pour sauver la situation de Pan-African Tambao. Mais en attendant, ces agents de la mine de manganèse de Tambao comptent user de tous les moyens légaux en vue de la satisfaction de leurs requêtes. Et la signature des accords d'exploitation de la mine de Tambao entre le gouvernement et la société indienne General Nice Resources remonte à 2010 et 2011. Joël Zoundi retrace ici le début et l'évolution de cette affaire. General Nice Resources Gener a signé avec l'État burkinabé 2 protocoles d'entente pour l'exploitation du gisement de manganèse de Tambao. L'un en octobre 2010, signé de la part du gouvernement du Burkina par le ministre Abdoulaye Abdoul Kader Cissé, et l'autre en mars 2011, signé par le ministre Salifou Kaboré. À l'issue de la signature, General Nice Resources se met rapidement à l'ouvrage. C'est un devoir pour eux, c'est un devoir pour nos ancêtres, c'est un devoir pour ceux-mêmes qui ont créé le Burkina, que nous puissions travailler pour faire en sorte que Tambao soit vraiment une réalité. Elle multiplie aussi les concertations avec les autorités. On vous souhaite la bienvenue dans le locaux du ministère de l'économie et des finances. Mais déjà, il voulait vraiment vous remercier pour l'accueil. Fort de ces concertations, Gener s'est engagé à bitumer à ses frères la route Dori Tambao via Gorom et Marcoy, à construire le chemin de fer Ouaga Tambao via Kaya, à construire des logements pour les familles à déplacer et à implanter les équipements de l'usine et de la mine. L'État burkinabé s'engage à délivrer tous les titres miniers et autorisations nécessaires aux activités d'exploitation du gisement dès la validation des études de faisabilité technique et financière et environnementale. La loi prévoit qu'il faut prendre en compte l'avis de la population dans le cadre de l'exécution du projet. Nous sommes objectifs. Nous ne pouvons pas tout faire. Même l'État ne peut pas tout faire. Mais nous allons être sincères avec eux. Nous leur dirons ce que nous pouvons faire. Après avoir engagé 35 milliards de francs CFA dans ces études et fait valider certaines études par des structures du gouvernement, Gener entame le processus de négociation de déplacement des populations. Je pense que la première des choses quand on dit exploitation de la mine de manganèse de Tambao, c'est d'abord d'applaudir, comme ils nous ont dit. Nous, on ne peut qu'applaudir de voir le train siffler 3 fois à Tambao. Nous ne sommes pas venus pour vous obliger à dire oui ou non. Nous sommes venus pour avoir vos avis. Et on tirera les conclusions de vos avis pour transmettre au gouvernement. Mais voilà que le gouvernement va une fois de plus lancer un appel d'offres le 11 janvier 2012 pour l'exploitation de Tambao sans en informer Gener. Alors que dans le protocole d'accord, il est clairement indiqué que pendant la validité de l'accord, l'État burkinabé ne donnera des titres miniers dans la zone à aucun autre opérateur minier
qui génère pour la recherche ou l'exploitation du manganèse. La suite de ce journal, 7 août 2015, il y a 55 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire accédait à son indépendance avec le président Félix Houphouët-Boigny. Loin de leur patrie, les Ivoiriens vivant au Burkina Faso commémorent cet événement. Estimé à plus d'1 millier de personnes, la diaspora ivoirienne dit être bien intégrée au Faso. Gaël Rodrigue est allé à leur rencontre. La Côte d'Ivoire commémore ce 7 août le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Loin de leur pays, la communauté ivoirienne vivant au Burkina Faso a célébré cet événement de diverses manières, même s'il n'a pas été festif comme les années antérieures. Nous sommes particulièrement heureux que cette commémoration de l'indépendance se passe dans un climat de paix, dans une période où véritablement l'on se rend compte que les moments difficiles, je veux parler de la crise, la longue crise qui a secoué la Côte d'Ivoire depuis 1999, il faut le dire, que cette longue crise est maintenant derrière nous. Tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, le pays avance véritablement. Il n'y a qu'à voir les infrastructures en construction, il n'y a qu'à voir les différents domaines, la santé, l'éducation, etc., pour voir que le pays est véritablement sur les rails du développement. Ces ressortissants ivoiriens au nombre d'environ 35 000 disent ne pas être dépaysés car vivant en bonne harmonie avec les Burkinabés. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis au Burkina et je suis bien intégré par la communauté burkinabé qui sont nos frères et que nous sommes en symbiose ensemble. Je suis bien à l'aise avec eux, il n'y a pas de problème, ça va, ils nous soutiennent à chaque fois, on est ensemble et chaque fois quand il y a la fête d'indépendance, ils nous soutiennent. Moi, Désiré Kodjo en particulier, et je dis, je suis fier d'être au Burkina Faso. Voilà, je suis très fier d'être au Burkina Faso. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont fiers d'être ici. Et surtout les Ivoiriens que les parents savent qu'ils sont ici. Et je lance l'appel encore, c'est important. Parce que être heureux, ce n'est pas être heureux chez soi. C'est être heureux où tu te sens à l'aise. Moi, je me sens à l'aise au Burkina Faso. Et je le dis encore, je suis ivoirien, mais je suis très fier d'être ici au Burkina Faso. La communauté ivoirienne, tout en étant reconnaissante au pays hôte, le Burkina Faso, souhaite la stabilité politique dans les deux pays à l'issue des élections présidentielles. Et c'est dans la sobriété que le peuple ivoirien a célébré ce 7 août. La cérémonie officielle s'est déroulée devant le palais présidentiel d'Abidjan. Elle a été marquée par 2 événements. Un défilé militaire des différents détachements des forces républicaines de Côte d'Ivoire et la distinction de 82 personnalités. Le ministre de la Culture était ce matin au palais royal du Mogonaba. Jean-Claude Dioma a sollicité l'accompagnement de Sa Majesté dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Hassan Nakro, reportage. Côte à côte, le ministre de la Culture et le Mogonaba, accompagné de son staff, Jean-Claude Dioma a effectué sa première visite chez l'empereur des Mossi ce lundi 7 juillet 2015. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel. Et qui dit patrimoine culturel immatériel, c'est le pan le plus important de notre culture. Et vous ne pouvez pas parler de tradition, des us et coutumes, sans passer aussi voir le détenteur là-même du centre ici de ce patrimoine-là. Donc pour nous, c'était d'en informer et demander naturellement qu'il puisse nous accompagner. Deuxièmement, nous avons le système de trésor humain vivant qui consiste effectivement à distinguer un certain nombre de personnalités, de détenteurs d'un savoir-faire et de savoir, et qu'on puisse les mettre, d'abord les distinguer au plan national, qu'on les mette en situation d'apprentissage pour les jeunes générations. Et nous sommes venus également parler de cela à Sa Majesté. Au cours de cette visite, le ministre de la Culture a profité assister au traditionnel rituel du faux départ du Mogonaba, chose qu'il compte d'ailleurs inscrire dans le patrimoine culturel avec l'appui des autorités politiques et coutumières. C'est une tradition qui est, j'allais dire, séculaire. Et le faux départ, nous l'avons, ce n'est pas la première fois que nous voyons, mais nous voyons comment perdu une certaine pratique, une certaine tradition,
Et c'est tous les vendredis que le Mogo Naba s'acquitte effectivement de cette tradition. Il était bon donc que nous puissions, après ce cérémonial-là, effectivement donc demander à être reçu, et c'est ce qui a été fait. Mais nous pensons que c'est vraiment un pan de notre culture, la culture Mouaga, qu'il faut du reste. Ça, c'est une tradition que nous voulons inscrire même sur la liste, n'est-ce pas, de l'UNESCO, et nous pensons que nous allons poursuivre ce dossier-là. Une visite que le chef suprême des Mossé a saluée à sa juste valeur. Il a été très satisfait, content, n'est-ce pas, de cette démarche, et il est prêt à nous soutenir, à nous accompagner, et il nous encourage. Et nous avons profité de lui dire que nous voulons également avoir l'occasion de causer avec l'association des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, pour qu'on puisse recueillir également leur accompagnement dans le travail que nous allons faire. Donc le message du Mogo Naba, c'était vraiment un message d'encouragement, et il s'est dit très satisfait et il souhaite que nous puissions vraiment continuer dans le bon sens. Bénédiction, conseil et plus d'ardeur au travail sont les maîtres mots du chef des Mossé à l'endroit du premier responsable en charge de la culture. À présent du sport, les sportifs burkinabés ayant participé aux Jeux spéciaux olympiques aux États-Unis sont de retour avec les 13 médailles qu'ils ont remportées. Composées de 7 médailles en or, 5 en bronze, 1 en argent, les prix ont été présentés aux médias. C'était en présence de Max Gompry. 13 médailles, dont 7 en or et en argent et 5 en bronze pour les sportifs burkinabés ayant participé aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques dédiés aux déficients mentaux qui s'est tenu du 25 juillet au 2 août 2015 à Los Angeles. La présentation de ces médailles au premier responsable en charge du sport est intervenue ce vendredi 7 juillet 2015. Ils ont hissé tout aussi haut le drapeau du Burkina, et notamment à travers ces résultats qui ont été obtenus, notamment les médailles, mais également le rayonnement à travers simplement la participation et également le comportement des différents membres de la délégation. J'ai moi-même eu l'opportunité d'être présent et j'ai pu constater, bien sûr, la réalité de la compétition. C'était aussi une découverte pour moi. Et j'avoue que ce n'est pas évident. J'avais bien sûr mon appréhension, mais ça a été complété par la réalité que j'ai observée sur le terrain. Vive félicitations du ministre des Sports et des Loisirs à l'endroit de ces personnes ayant porté haut le drapeau burkinabé hors du territoire national. Je voudrais, en tout cas avant tout, déjà souhaiter la bienvenue à notre délégation qui est allée défendre brillamment les couleurs nationales au niveau des Jeux mondiaux spéciaux olympiques. Et donc je voudrais également tout de suite les féliciter pour les résultats qui ont été obtenus. Au regard de ses performances déployées, le colonel David Cabré a promis une somme de 2 millions de francs CFA en guise de soutien à ces athlètes qui, malgré leur handicap mental, ont glorifié le pays des hommes intègres. Actualité hors de nos frontières au Mali, une prise d'otage a été planifiée ce matin dans un hôtel à Sévaré, dans le centre du pays. D'après des sources militaires, des attaquants sont entrés dans l'hôtel Le Byblos où des étrangers séjournaient. Au moins 5 étrangers étaient enregistrés dans l'établissement. La zone a immédiatement été bouclée par les forces maliennes qui tentaient de déloger ces assaillants. Au moins 4 morts sont à déplorer et plusieurs personnes seraient retenues par des hommes armés. Et c'est à la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.